qui ne sont qu'une petite partie de la documentation qu'il est nécessaire de parcourir pour évoquer notre sujet. Alors, M. Bazin, qui est vice-président du conseil départemental de la Nièvre, maire de l'Orne, M. Collet, qui est maire d'Avallon, qui est président de l'Office national des forêts, etc., bien, qui vont donc, nous allons essayer ensemble de vous parler du Morvan demain. Alors, le Morvan d'hier vient de nous être décrit, et c'est vrai qu'à la fin du XXe siècle, il y a quelques années, après une longue période de déclin, puis de stagnation, depuis 1980, dans le domaine démographique, l'image de ce territoire, M. Guichard l'a bien présenté, l'image de ce territoire était devenue négative. Elle persiste encore malgré l'inversion, nous allons en parler bien sûr, de ces tendances. C'est l'objectif de notre propos, du Morvan demain. Malgré cette inversion des tendances, cette image persiste encore, parfois, dans certains esprits. C'est une mauvaise image, cette image négative, comme illustre l'article publié dans le journal Aujourd'hui en France, le 15 août dernier, certains d'entre vous l'ont peut-être eu entre les mains, je l'amène, qui est intitulé « Voyage au pays des oubliés ». Et dans le sous-titre, on parle aussi dans la Nièvre, département rural touché par la désertification. Voilà. Ces images négatives ne s'effacent donc pas, notamment celles opposant vie urbaine et vie rurale, quelles que soient par ailleurs les réalités démographiques, économiques et sociales, trop souvent ignorées. Car la campagne, de façon générale, et les villes ne sont plus des mondes clos, ne sont plus des isolats, du fait des techniques d'ailleurs de communication, mais plutôt des espaces en interaction, dont les limites s'effacent au sein d'un même système global qui contribue à les structurer. Il permet aussi de construire des politiques ouvertes à tous les territoires concernés, et je pense notamment à notre Morvan bien sûr, dans le respect de cet universalisme, peut-on dire comme ça, sans lequel le vivre ensemble est impossible. Alors, nous allons en parler. Cette position a d'ailleurs été défendue tout à fait récemment, en mars dernier, en mars 2017, par de nombreuses associations d'élus, regroupées dans l'Association nationale des nouvelles ruralités, qui a été créée en 2015, et qui est présidée par M. Joly, qui est le président du conseil départemental de la Nièvre. Il a été demandé, notamment par cet organisme, l'adoption d'une loi de programmation pour la ruralité et la création d'une agence nationale qui serait à l'image de l'ANRU, qui s'occupe, comme son nom l'indique, Agence nationale de la rénovation urbaine. Le président Macron a évoqué devant le Congrès l'adoption avec les territoires de pacte girondin, il a utilisé cette terminologie, fondée sur la confiance, et a mis en place, et ça c'est plus concret, une conférence nationale des territoires. J'évoquerai ce sujet. Alors, pour présenter le Morvan demain, il a été prévu deux parties. Une partie que je développerai, qui est le constat. Quel est le constat que nous faisons aujourd'hui? Quels sont les éléments pour construire ce constat? Et puis les enjeux. Et là, bien évidemment, M. Collet, M. Bazin, M. Collet interviendront compte tenu du travail qu'ils font l'un et l'autre sur le terrain. Alors, le constat. Ça commence par le contexte démographique. Les évolutions nationales pour l'ensemble du territoire, d'abord. Et là, il y a 50 documents que je n'ai pas cités. Je vais en citer 2 ou 3. Un sondage. Le sondage BVA. BVA est une entreprise sérieuse de sondage. C'est en mars 2011 qui affirme, cela m'a surpris, et j'ai creusé un peu, 65% des Français veulent vivre à la campagne. Après l'exode rural, l'exode urbain se développerait-il? Sauf d'ailleurs en agglomération parisienne, où là, il y a moins
pourcentage s'inverse presque, et il y a moins de demandes de vie rurale. Mais en tout cas, pour l'ensemble national, 65% des Français souhaitent une vie à la campagne. L'INSEE en 2014, c'est très important, a publié un rapport sur les 30 années de données statistiques et qui conclut à une augmentation de la population dans les communes rurales depuis 2000, depuis l'an 2000. Un rapport épais, il tient beaucoup de place dans la serviette, du ministère du Logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en 2016, qui est intitulé « Aménager les territoires ruraux et périurbains ». C'est un document tout à fait intéressant, que je reciterai d'ailleurs par la suite. Et puis il y a eu la création des contrats de ruralité, c'était en mai 2016. Donc le contexte démographique a évolué et une politique globale était en train, depuis plusieurs années, de se mettre en œuvre pour tenir compte de cette évolution. Alors le Morvan est-il concerné par ce mouvement, par cette évolution? Bien, des études le démontrent, de nombreuses études le démontrent, et je ne les détaillerai pas toutes, loin de là. Il y en a une sur laquelle je tiens à revenir, 40e anniversaire de l'Académie, 2007, c'est le temps des mutations. Si vous n'avez pas lu ce document, retrouvez-le. C'est la remarquable étude de Didier Verlinde sur une étude démographique qui précise vraiment les choses en ce qui concerne les différents sujets, mais qui met le doigt aussi, qui met l'accent sur le déséquilibre des classes d'âge, avec donc un vieillissement plus important dans le Morvan qu'il n'est sur le reste du territoire national, mais avec une autre définition, car nous savons que les limites d'âge ont beaucoup évolué ces 20 ou 30 dernières années, et qu'il faut évidemment en tenir compte. Je passe sur d'autres documents. Le parc du Morvan, une autre vie s'invente ici, en 2013. La région, qui, pour travailler sur le programme LEADER, Crédits européens LEADER Morvan 2014-2020, a écrit Morvan 2020, accueillir et vivre ici. L'Académie du Morvan, vieillir en Morvan, nous avons travaillé sur ce sujet, Monsieur le Président, en 2014, c'est ça, et nous avons évoqué le fait que vieillir en Morvan était une chance. Et puis, le bulletin de 2016, toujours l'Académie du Morvan, c'est Regard sur le Morvan, c'est un article intéressant par Madame Liliane Pinard, qui développe les atouts, certes, mais a un optimisme un peu nuancé en ce qui concerne l'image même du Morvan. Et c'est un article tout à fait excellent. L'INSEE, à nouveau en 2017. Et alors c'est là que je dis 4 mots. En 2017, l'INSEE indique que dans la Nièvre, en perte d'attractivité résidentielle pour la ville de Nevers et le Nivernais, on parlait d'Autun tout à l'heure, je parle de Nevers maintenant, un peu avec les mêmes mots, le Morvan bénéficie de migrations favorables. Si nous regardons le solde migratoire, il s'élève, donc la variation de la population due à ce solde migratoire, c'est moins 0,5%, moins 0,5% pour la Nièvre entre 2008 et 2013, c'est plus 0,3% pour le Morvan. Et puis, il y a dans la dernière lettre de l'Académie du Morvan, il faut consulter, elle est sur Internet, c'est toujours très intéressant, un article de Gérard Motel, c'est ça? Je ne me trompe pas, sur le Morvan, évidence et questions. Hein, c'est la lettre numéro 5 qui couvre 3 ou 4 mois jusqu'en juin 2017, c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, on a constaté, on a fait des chiffres, bon, c'est très bien, enfin, on ne va pas en faire 50 000, et puis il y en a partout où vous voulez. L'accompagnement et l'accentuation de ce phénomène. C'est ce que d'ailleurs étudie Gérard Motet dans son article. Les nouveaux arrivants rejoignent un territoire dont le tissu économique est fragile, dans lequel les services sont souvent dispersés, et le terme est faible, qui n'a résolu que partiellement le besoin de mobilité qui accompagne aujourd'hui les nouveaux arrivants notamment, et qui a subi une perte de résidents au cœur des villages, des villes, des bourgs,
et les conséquences d'un vieillissement général que j'évoquais tout à l'heure. Et dans ce cadre, quelle stratégie adopter? Le rapport du ministère du Logement, en 2016, analyse la situation des territoires ruraux et constate que la diversité est une richesse. Je cite, c'est dans le sous-titre. Et qu'il faut présenter leurs atouts et mettre en œuvre pour ces nouveaux enjeux de nouveaux outils. Voilà. Alors des mesures ont été prises, notamment tout à fait récemment, après le comité interministériel aux ruralités, et le 17 juillet dernier, le président de la République a décidé de créer une agence nationale de la cohésion des territoires, hein, sur le modèle de l'ANRU, comme l'avait souhaité donc, l'association que je citais tout à l'heure, l'association des maires, présidée par M. Joly, dans une logique de guichet unique pour les élus. Alors maintenant, venons-en à comment définir les objectifs pour donner du Morvan demain, du Morvan de demain, après le Morvan d'hier, le Morvan demain, pour lui donner une image positive. Alors, quels sont les enjeux pour le Morvan demain, le Morvan terre de vie? Le 3 mars 2017 a été signé le contrat de ruralité pour le territoire nivernais-Morvan. C'était le comité interministériel de mai 2016 qui avait créé le dispositif. Et dans ce projet de territoire, l'ensemble des acteurs s'engagent à améliorer l'attractivité de notre territoire du Morvan. 4 communautés de communes, 140 communes, une grosse 51 000 habitants. Une certaine incertitude, d'ailleurs, affecte l'avenir de ces contrats de ruralité, mais travaillons sur cette base. Et nous avons retenu 3 orientations prioritaires: l'accueil des nouveaux arrivants, le développement des activités et les créations d'emplois, et enfin, le cadre de vie, qui est tout à fait important aujourd'hui, plus qu'il ne l'était peut-être autrefois. Donc, l'accueil des nouveaux arrivants. Alors, je dis 4 mots, et je passe ensuite la parole aux membres de cette table ronde. Il faut permettre leur installation à ces nouveaux arrivants, grâce notamment à la reconquête des centres-bourgs, des centres des villes, des centres de petites villes. Une politique des villages du futur a été mise en place et se développe dans le Morvan. Et d'ailleurs, les nouveaux plans locaux d'urbanisme sur lesquels nous travaillons se mettent en place, ces nouveaux PLU se mettent en place dans cet esprit de la reconquête de ces centres, des petites villes et des villages. Une politique du logement, évidemment adaptée en lien avec les bailleurs sociaux qui sont ouverts actuellement, car leur présence sur le terrain, qui est une copie de ce qu'ils appliquent dans les villes et leurs banlieues, ne convient pas dans le milieu rural, et il faut que nous ayons sur ce sujet un travail. Et puis l'action de vivre ensemble, qui est développée par des associations notamment, et des collectivités qui sont très actives sur ce sujet. Alors, Monsieur Bazin, sur ce sujet de l'accueil des nouveaux arrivants. Merci Jean-Pierre. Peut-être avant, pour se poser sur le contexte dans lequel nous évoluons tous, que ce soit dans le Morvan, à Paris ou dans toutes les grandes régions de France. Je suis assez frappé qu'on rentre souvent sur nos sujets territoriaux par des slogans. Accueillir les nouveaux arrivants, relever le défi démographique. Et on oublie peut-être avant de dire qu'on est à un moment particulier de notre histoire mondiale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que 4 ou 5 générations cohabitent. Les scientifiques, je pense à Jean-Claude Amezen, président du Conseil national d'éthique, nous disent que l'être humain qui va vivre 500 ans ou 1000 ans, des fois est déjà né. On a trouvé en Afrique une petite bestiole, une souris, qui vit 30 ans. On a 99% de nos gènes qui sont les mêmes que ceux de la souris en question. Et la bestiole, on lui met le sida, la peste, le choléra, elle résiste à tout. On la met en coma, elle retrouve, après 17 minutes, la plasticité de son cerveau. Donc ça pose quand même un certain nombre de questions, y compris sur le fait que, j'entends depuis des années, la Nièvre, le Morvan, c'est vieux, c'est des vieux. Ouais, et les vieux, ils ont probablement
un avenir plus que radieux. Puis je rappellerai qu'être vieux ou âgé, c'est être jeune plus longtemps. Ça non plus, il ne faut peut-être pas l'oublier. Michel Serres, lui, sur un autre sujet, nous dit que les trois révolutions fondamentales de l'humanité, c'est bien évidemment l'invention de l'écriture, puis celle de l'imprimerie et celle de l'Internet. Sur la question de l'emploi, autre sujet formidable, il n'y a pas d'emploi dans la Nièvre, il n'y a pas d'emploi dans le Morvan, il n'y a pas d'emploi à Autun, évidemment. Et tout ça, c'est à Paris. D'ailleurs, les gens qui viennent nous voir en permanence, souvent nous disent si tu ne trouves pas un boulot, on va s'en aller ailleurs. Il y a certains qui trouvent du travail. On ne connaît pas, là encore, plus de 50% des métiers qui vont exister dans 10 ou 15 ans. De manière peut-être plus périphérique sur la question des outils, nous sommes aussi, depuis quelques mois maintenant, dans un bouleversement institutionnel redoutable qui fait que tout le monde en ce moment déménage. Sylvain Mathieu qui est là, la région Bourgogne-Franche-Comté, elle est en plein déménagement, c'est compliqué. Les communautés de communes, on le sait, Jean-Yves, elles se sont un peu agrandies, ou même beaucoup agrandies, et elles sont elles aussi en train de rechercher leur marque. Le département, un des représentants, a vu ses compétences se modifier. On ne peut plus tout faire, il faut choisir. Le département, aujourd'hui, en Saône-et-Loire, dans la Nièvre, en Côte d'Or, c'est la solidarité, les collèges et les routes, pour l'habitat. Donc dans ce paysage-là, penser le Morvan de demain, ou penser plus globalement la ruralité de demain, c'est quand même assez compliqué, parce que ces bouleversements, on ne les a jamais connus auparavant. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y a effectivement deux niveaux, et l'Observatoire l'a bien évoqué d'intervention. Le niveau national, où il y a une nécessité d'avoir une loi de programmation sur la ruralité, et qui aura des conséquences, qui doit avoir des conséquences sur un territoire comme le nôtre, qui doit s'attacher aux questions de nos relations avec les banques. Il y a un dispositif américain qui s'appelle la loi sur le réinvestissement du crédit, qui est né maintenant il y a plus de 35 ans aux États-Unis, et qui a permis de réorienter l'épargne locale qui échappe aux territoires ruraux et singulièrement à celui du Morvan sur d'autres territoires. Eh bien, en 30 ans, aux États-Unis, on a réorienté l'équivalent de 1300 milliards de dollars vers les territoires ruraux. C'est absolument considérable. Sans qu'on soit d'ailleurs dans une logique punitive. C'est vraiment un sujet, les Américains font ça très bien, de transparence, de bonne réputation des banques, de connaissance, savoir à qui je prête, pourquoi je prête pas. Et c'est tout à fait transposable en droit français, tout ce qu'on aurait la volonté politique. Le deuxième aspect de cet élément national, tout ça est pour favoriser l'accueil des nouveaux arrivants, j'y reviens, Pierre, évidemment. Moi, j'y arrive, je suis futur. Le temps d'accès aux services publics. Il faut imposer une norme qui mette dire qu'on ne peut pas être à plus de 25 minutes d'un accueil de médecine générale, etc. L'accès à l'Internet et au très haut débit ou à la téléphonie mobile, qui est en train de se construire. Vous verrez que dans les 3 prochaines années, on y reviendra, souffle Jean-Pierre. Et bien entendu, ce qu'évoquait Vincent Guichard, la question, peut-être qu'on peut le dire aussi comme ça, de la forêt et des paysages. Singularité de la forêt. Sur l'aspect local, qui est le deuxième pied, au fond, de cette capacité à accueillir de nouveaux arrivants qui sont arrivés. Chez moi, à Lorme, j'ai un Lormois sur 5 qui n'était pas là il y a 5 ans. Absolument considérable. Le sujet de se dire qu'on peut reconquérir nos cœurs de bourg en travaillant sur le nouveau commerce, celui qui est en train d'arriver partout, ici à la campagne, comme dans les villes. Il n'est plus de même nature que celui que nous avons connu il y a 30 ou 40 ans. C'est l'objet de Village du Futur. Et ce n'est pas forcément des aides publiques massives. On n'a jamais trop su faire en France le soutien au commerce ou à l'artisanat. C'est peut-être penser autrement nos boutiques. Pourquoi mettre une seule activité dans un commerce? Peut-être c'est 2 ou 3. Commencer à traiter la question du logement qui est au-dessus du commerce. Comment on avance sur ce sujet-là? Et quel type de logement? Est-ce qu'on fait un loft rural, peut-être plus attractif pour les plus jeunes d'entre nous, plutôt qu'un T2 ou un T3, c'est pas très sexy, ou alors une résidence senior, c'est-à-dire le chaînon manquant entre le maintien à domicile et la maison de retraite en plein cœur de bourg. C'est aujourd'hui des choses qui se font sur notre territoire et qui sont en train de grandir. Et puis aussi, c'est organiser, j'en arrêterai là parce que je suis trop long, nos relations entre voisins. On a monté des outils, un outil numérique, mais ça va peut-être un outil d'autre nature, qui s'appelle Faire Compagnie, qui permet, sur un territoire pendant maintenant de 4000 habitants,
à une centaine de personnes identifiées en situation d'isolement de recourir à des voisins qui s'engagent. Je vais couper le bois, je vais faire les courses, je vous emmène à la pharmacie, chez le médecin. Simplement cette mise en relation-là, donc 80 personnes isolées sur le cas d'espèce, 120 voisins actifs sur un territoire de 4000 habitants. Ça fonctionne. Oui, je crois que monsieur ce n'est que le premier, l'accueil des nouveaux arrivants. Ensuite, il y aura le développement des activités et les créations d'emplois. Vous allez traiter ces sujets, donc je vais dire ce que j'avais à dire, et puis je vous repasse après la parole. C'est vrai que vous parliez tout à l'heure de 1 sur 5 qui arrive. Qui est-il? Eh bien, finalement, quelquefois, il a 32 ans. Le fait de pouvoir de constater qu'il y a une école maternelle, un collège, etc. Le fait d'avoir un lien informatique solide, etc., fait que il va s'installer et rester sur place. Donc, développement des activités, création d'emplois. Il y avait eu, vous l'avez cité tout à l'heure, je crois, monsieur le président de Bourgoin, entreprendre dans le Morvan, qui était un excellent article. C'est l'Académie du Morvan en 2006, c'est ça, dont vous êtes signataire, et qui est tout à fait intéressant. Le parc du Morvan a publié aussi des études. Une autre vie s'invente ici, qu'on a cité dans le constat. Et puis, je dirais un mot d'organismes associatifs ou autres. Par exemple, la Fondation, vous l'avez cité tout à l'heure, la Fondation Morvan Terre de Vie en Bourgogne, qui est récente, qui accompagne qui vit depuis à peu près 3 ans, et qui accompagne des développements d'activités économiques et citoyennes, par exemple dans le domaine des technologies de l'informatique et de la communication. La mise en œuvre d'innovations dans le domaine de l'environnement. Actuellement, nous sommes très, très liés à une action qui s'appelle Maison Bois Morvan, et nous soutenons aussi des actions de transformation de ce bois de la filière bois. On exploite beaucoup la forêt dans le Morvan. Il faudrait qu'on sache aussi travailler le bois. Ce sont deux approches un peu différentes, c'est vrai, nous le savons, et nous soutenons Artisans Bois Morvan. Hier, j'étais en entretien avec eux, puisqu'il faut les aider financièrement. Et puis, on parlait de produits agroalimentaires, je crois que vous avez entendu ça tout à l'heure. Eh bien, Jambon du Morvan se met en place actuellement, et il faut effectivement savoir le soutenir. Soutien à l'activité touristique, c'est tout à fait voilà. Et puis, après, donc, l'accueil. Après, je suis accueilli, je me loge. Deuxièmement, j'ai un boulot, j'ai un emploi, je fais un peu ce que je veux, notamment le travail à distance, qui est assez recherché actuellement. Et puis, j'ai besoin d'un cadre de vie, d'une offre de service, et il faut que le Morvan fasse cet effort sur... Vous avez beaucoup parlé de la protection de l'environnement, c'est bien sûr, un environnement naturel de qualité, mais aussi la présence de services adaptés à leurs besoins, services scolaires, je les ai cités tout à l'heure, médicaux, commerce de base, etc. L'intégration dans la vie locale, et là je cite quelques mots de M. Élie Guérand, qui a fait une étude pour le département de la Nièvre, qui a écrit, je cite, « S'installer dans le Morvan devra être l'occasion de renouer avec des formes de sociabilité et de solidarité plus directes, le vivre ensemble que nous évoquions, d'échapper ainsi aux contraintes d'un mode de vie urbain pesant sur la vie sociale, professionnelle et familiale, comme le pensent 65% des habitants de notre pays. Un accès équilibré à la culture locale et aux autres cultures, avec les scènes territorialisées, les résidences poésie, le cinéma, etc. Une meilleure ouverture sur l'extérieur, avec une capacité de mobilité améliorée, mais aussi grâce à la THD, qui a commencé à se développer. D'ailleurs, il y a eu un journal sur TF1, le 21 mai dernier, qui a traité le sujet d'Internet à la campagne. Il a présenté 2 exemples géographiques, et l'un des 2 était dans le Morvan, l'Orne, qui était cité comme l'un des exemples de cette action de la meilleure ouverture sur l'extérieur grâce à la très haute définition. Et puis l'aide aux personnes âgées.
Voilà. Alors, on est loin. Hein. Aujourd'hui, nous sommes loin. Et nous devons clairement l'affirmer de l'image de ceux qui, aujourd'hui encore, évoquent les coins oubliés, comme le Morvan, et aussi les campagnards que nous sommes barricadés derrière le silence et l'isolement. C'est un journal qui s'appelle Marianne, que vous connaissez sûrement, en 2014, dans un article intitulé « Le psy des villes à l'écoute de la plainte des champs ». Je passe la parole. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Moi, je vais évidemment prêcher ici un auditoire de convaincus, mais dans beaucoup de choses qui viennent d'être dites, moi, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que la réalité d'un territoire, c'est toujours une combinaison entre ceux qui y sont, ceux qui en partent, ceux qui y viennent, l'activité qu'on y trouve, l'histoire et le futur. On a une photo aujourd'hui, si on se promène dans le Morvan, on voit le résultat de l'histoire, on voit les prémices de demain. Bon, finalement, les gens existent, nous existons, et l'image qu'on en voit est majeure pour notre avenir. Et on ne peut pas faire une réflexion, conduire une réflexion positive sur notre avenir si on n'en voit pas une image positive de notre territoire. Venez donc chez nous, développer l'avenir, c'est terrible, on n'a plus rien, on vieillit, on va mourir, on est oublié, vous vous rendez... Ah, ça, c'est succès garanti. Succès garanti. Et pourtant, les gens viennent. Donc, on est plus attractif qu'on ne le croit. Donc, essayons au moins d'être au même niveau de fierté que ceux qui viennent chez nous. C'est quand même le minimum. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés à résoudre. Mais quand vous invitez des gens chez vous, vous ne leur parlez pas de vos difficultés de plomberie au moment de faire la cuisine. Non, vous leur faites profiter du meilleur moment possible pour qu'ils soient contents du moment de rencontre. Et bien de la même façon, quand on accueille des entreprises, quand on accueille des nouveaux arrivants, il faut régler les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, leur trouver des solutions et leur présenter le meilleur jour du territoire. Parce que sinon, on se pénalise nous-mêmes dans l'image portée et qui est complaisamment reportée par des gens qui d'ailleurs ne sont jamais venus chez nous. Ça, c'est encore mieux. Alors, une petite réflexion aussi sur la demande de quelqu'un qui vient chez nous. On peut venir pour plein de raisons. Le nouvel arrivant peut être quelqu'un qui a trouvé un emploi, parce que l'entreprise en question cherchait sa qualification, qu'elle n'avait pas trouvée ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui vient en résidence pour créer sa propre activité, ou pour passer sa retraite, ou Dieu sait quelle raison. Et moi, je vous remémore une étude qui avait été faite sur l'arrondissement d'Avallon, sur la satisfaction en matière de services, en 1991, j'étais à l'époque sous-préfet. Et le résultat, on a le droit avec le temps de présenter ça de façon humoristique, le préfet de l'époque m'avait interdit de faire le compte-rendu du résultat de l'étude aux élus, au motif que le résultat de l'étude ne correspondait pas aux attentes des élus. C'est quand même un cheminement intellectuel particulier. Et que disait cette étude? Elle faisait ressortir, oui, je te dirai après, elle faisait ressortir que la satisfaction des gens habitant quelque part par rapport aux services publics ou privés qui leur étaient offerts était indépendante de la présence des dits services et ne dépendait que de la raison pour laquelle ils étaient là. Quelqu'un qui a choisi d'être quelque part a une capacité de résilience, d'adaptation et d'inventivité et d'innovation par rapport à la satisfaction de ses besoins qui est bien supérieure à la capacité d'imaginer sa vie à quelqu'un qui se sent contraint d'être quelque part et qui en fait voudrait être ailleurs. C'est le cas des ados en général qui trouvent que rien ne va là où ils sont parce qu'ils voudraient être ailleurs, c'est leur condition même d'adolescent qui veut cela, ça leur passera, ça m'est passé depuis déjà très très longtemps. Alors, pour imaginer le Morvan du futur, il faut que nous trouvions des motifs pour que l'activité se développe dans notre territoire. Lutter contre la désertification, c'est presque quelque chose de théorique. Moi, je connais des tas d'endroits dans le monde où il n'y a personne, et où personne n'a envie d'aller, où on ne fera rien du tout pour que les gens qui s'y installent, tout simplement parce qu'il n'y a rien à y faire, et que c'est comme ça. Ce n'est pas le cas du Morvan. Nous avons la nécessité dans notre pays français qui est petit, qu'aucune partie du territoire ne soit pas en mesure de donner à la République tout ce qu'elle peut apporter à la prospérité collective.
Autrement dit, la ruralité ne quémande pas, on l'aménage pour nous aider à survivre. La ruralité, et le Morvan en particulier, doit revendiquer le fait que si on veut qu'il soit utile à la prospérité nationale et européenne, alors il faut lui donner les moyens d'exprimer tous ses atouts humains, matériels, naturels. Et nous en avons des atouts. Mais, Monsieur le Président de la table ronde, vous m'interrompez quand vous voulez, parce que ça peut durer. Je vais vous citer un exemple. Un exemple. Les investissements en matière d'infrastructures sportives de ski alpin sont-elles conduites, et ça rejoint la réflexion sur les capacités, le retour de l'épargne, est-ce qu'on investit dans le ski alpin là où il y a le plus de skieurs alpins? Non. Parce que si on faisait ça, on ferait des remontées mécaniques sur la colline Sainte-Geneviève, parce que c'est en Île-de-France qu'il y a le plus grand nombre de skieurs. Et c'est pas là qu'ils font du ski. On investit dans les infrastructures de ski alpin dans les Alpes, et dans les Pyrénées aussi, et un peu dans le Massif central. Parce que c'est là que c'est le plus pertinent, et donc on a décidé d'affecter l'investissement à l'endroit où il était intelligent de le faire pour rendre service à des gens qui n'habitent pas là. Et il s'ensuit un développement économique, un développement de services. La meilleure réduction de fracture du tibia d'Europe, c'est à Salanches. Et c'est pas parce que les gens là-bas se cassent plus souvent la jambe, non, parce qu'il y a des skieurs. Et donc, il y a une manière de développer un territoire. Il a un atout. Pour le développer, il a besoin de ressources qui ne sont peut-être pas sur son propre territoire, parce qu'il s'est appauvri au fil des siècles, et qu'il faut donc une solidarité territoriale pour que l'asymétrie dont nous parlions tout à l'heure en aparté, en élèves dissipés, soit une asymétrie à deux volets. Il paraît normal à tout le monde d'aller se déplacer pour aller faire ses études universitaires quand on habite dans le Morvan. Moi, je n'ai entendu aucune revendication particulière disant je veux absolument que tout se fasse à 20 km de Château-Chinon. Mais pourquoi diable serait-il illégitime qu'un Île-de-Francien doive faire le chemin inverse pour faire quelque chose chez nous qui se fait mieux chez nous que chez lui? D'où mon exemple sur le ski. Et il y a des choses qui se font mieux chez nous qu'ailleurs. Et c'est là que nous devons revendiquer l'investissement humain, matériel, les formations, etc. Parce qu'elles se passeront mieux chez nous et elles apporteront plus à la République. C'est le sens de la valorisation des ressources naturelles. Le bois pousse, le bois pousse, le bois se récolte. C'est parfait pour le climat, pour tout ce que vous voulez. Mais plus il se transforme et s'utilise proche de son lieu de production, meilleure est la performance à tout point de vue, social, écologique, économique. Le bois, nous sommes le terrain de jeu privilégié de la région Île-de-France en direction du Sud. Je vous rappelle que quand Paris a fait sa candidature pour les Jeux Olympiques, candidature malheureuse en 2012, le Morvan était identifié comme le stade VTT kayak, autrement dit sport de pleine nature. Nous avons, je le disais tout à l'heure, entre Autun et Avallon, qui m'est cher, Autun aussi, mais moins, la grande traversée du Morvan VTT, qui est le plus beau parcours balisé de VTT de France. Rocazur à côté, ce sont des rigolos. Et nous n'avons pas pour l'instant les moyens de promouvoir cet itinéraire, ni au plan sportif, ni au plan touristique comme il le devrait. Et là, il nous faudra aussi de l'accueil, et là, il nous faudra aussi des investissements, venus d'ailleurs vraisemblablement, promouvant aussi la fabrication des cycles. On a Look à Nevers, on a les éléments, il nous faut un peu d'oxygène pour arriver à les mettre en valeur. Moi, je suis résolument optimiste de ce point de vue-là. Nous avons connu au 19e, ça a été rappelé tout à l'heure, une dissymétrie considérable. Et moi, je ne suis pas morvandiau, ma mère est limousine. Et vous savez, entre le bois flottant qui vogue vers Paris et les maçons de la Creuse qui ont construit les monuments de Paris, la chanson dit de tous ces monuments, la France est orgueilleuse, elle devrait remercier les maçons de la Creuse. C'est quand même assez similaire, cette histoire du 19e, ce grand exode. Eh bien, aujourd'hui, nous avons des atouts à faire valoir pour notre bien, mais pour le bien de la France. C'est vraiment ce renversement des choses que je voudrais qu'il soit ancré dans ces instances, ces agences nationales. Sinon, elles n'ont pas d'objectif. Si c'est juste pour faire du palliatif, pour nous accompagner, là, ben moi, ça ne m'intéresse pas. Nous allons leur être plus utiles qu'ils ne le croient. Voilà.
vous voulez également ajouter donc, en termes de conclusion, puis je dirais à nouveau quelque chose. 3 minutes. 3 minutes, bien. 5. Alors je place tout de suite ma formule, qui est pas moi avec une question, et que je trouve assez juste. Le Morvan, c'est le Luberon sans les snobs. Il y a déjà très longtemps, et je crois que c'est assez la réalité, y compris en termes de développement économique, de développement social, de développement personnel. On a quand même, malgré tout, ce qui nous distingue d'autres territoires en France, cette maxime qui me semble importante. Et puis, pour filer ce qu'évoquait Jean-Yves, ce qu'on sait faire aussi dans le Morvan, et je pense qu'une des clés de la réussite, c'est la question du prototypage. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe finalement d'un moment où on a, il faut le dire, assez subi les programmes d'État, je me souviens des PRDC il y a 20 ans. Ça ne rajeunit personne en effet, y compris jusqu'au contrat de ruralité. Aujourd'hui, on était quand même un peu sur des logiques de ruissellement. C'est grosso modo les métropoles vont bien, on va vous envoyer quelques sous, et puis vous vous débrouillerez bien et vous en tirerez bien quelque chose. Non, je pense qu'il faut être plus offensif. Et on a des territoires, des communes même, qui sont en capacité de se spécialiser sur un sujet. Si on prend le Grand Morvan, je pense à Corbigny autour de la culture, le parc, le Montsauche et les communes de ce secteur autour du tourisme, Château-Chinon, autour de l'image de Château-Chinon, de la capitale, la cité muséale. On a traversé le Morvan beaucoup avec Vincent Guichard, avec la galerie numérique du Morvan, qui était l'idée d'équiper nos petits musées, il faut le dire comme ça, puisqu'ils sont finalement peu fréquentés, de Bazoches jusqu'à Autun, d'outils modernes qui n'existent aujourd'hui nulle part ailleurs en France. Donc cette capacité à imaginer, à prototyper un service, une manière de créer du nouveau commerce, et avoir ce trait d'union qui est le parc du Morvan, à mon avis c'est son rôle fondamental, d'échange de ces bonnes pratiques, on sera en capacité de gagner, c'est-à-dire, ne pas gagner, mais de proposer à la ruralité entière un modèle de développement performant, cohérent, et surtout, certainement pas seulement agricole, et qui tient beaucoup à la restauration de l'estime de soi, qui est peut-être l'un des plus grands mots de notre territoire. Il faut qu'on réapprenne à s'aimer pour gagner. Eh bien, merci. Quelques mots pour reprendre ces deux conclusions. Nous pouvons donc affirmer que, comme l'ont écrit les fonctionnaires, les élus nationaux, nos ruralités sont une chance pour la France. Ça a été écrit très clairement comme cela. C'est ce qu'a affirmé notamment le comité interministériel aux ruralités. Et pour préparer cet avenir, pour préparer des actions coordonnées, il faut, pour qu'elles soient conduites, que des intervenants soient clairement identifiés. Car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir le porte-monnaie et de répartir en fonction de la population, en fonction du chiffre d'affaires des entreprises, en fonction... C'est beaucoup plus compliqué que cela. Au plan général, il convient que l'État et l'Europe, dont les financements FEADER, agissent dans le cadre d'une politique globale en faveur de l'égalité des territoires. Et des moyens d'agir, comme l'a dit tout à l'heure M. Collet, doivent être donnés par l'État aux intervenants localement concernés. Et c'est l'idée de disposer d'une loi qui définisse clairement ce dispositif et d'une agence qui ne soit pas seulement distributrice en fonction de critères nationaux, chiffrés et parisiens, mais en fonction effectivement du travail effectué sur le terrain. Et dans les territoires, j'y viens, les collectivités régionales, départementales et communales doivent être en mesure d'accompagner sur le terrain les habitants au quotidien. On a parlé de santé, on a parlé de mobilité, on a parlé de logement, etc., d'accueil, etc. Et les territoires, sur le domaine des investissements publics, des dotations,
sur le domaine de l'éducation, des services publics, du numérique. Et tout à l'heure, M. Bazin parlait des bonnes pratiques, et je crois qu'il faut retenir ce titre, ce mot, bonne pratique, plutôt que stratégie nationale. Bon, une fois qu'on l'a dit, pour l'avoir pratiqué quelques années, effectivement, il y a ensuite la réalité du terrain qu'il faut être capable de prendre en compte pour arrêter les bonnes pratiques en fonction des moyens qui sont donnés. Les compétences de chacune de ces collectivités, régionales, départementales, etc., ainsi que doivent être donc clairement définies, mais aussi les règles de gouvernance entre elles, et qu'il n'y ait pas un dispositif extrêmement compliqué qui n'est pas pour l'instant mis en place, mais qui pourrait demain l'être, si l'on n'y porte pas attention. Les nouvelles communautés de communes pourront jouer un rôle fédérateur, un rôle d'outil. Ce n'est qu'un outil, ce n'est pas une collectivité. Les communautés de communes peuvent jouer un rôle d'outil fédérateur et coordonner ces actions au plus près des habitants. Le secteur associatif est également très concerné et développe des compétences généralistes et territoriales. Voilà, ainsi se construira le Morvan du XXIe siècle. Merci. Nous sommes assez à l'heure. Il est midi. Le déjeuner est prévu entre midi et demi et 1h moins le quart. Il faut que nous soyons à 3 heures à la chapelle des Sept Normands, qui est à 3 minutes à pied d'ici. Donc nous avons une bonne demi-heure de questions-réponses et de dialogue avec nos différents intervenants. Vous avez cité Christian Paul, lorsqu'il a été secrétaire d'État au DOPTOM, je lui avais suggéré de rajouter le Morvan dans la liste des DOPTOM. Cette question n'avait pas été retenue. Les territoires du Morvan, c'est ça. Mais effectivement, je pense que le débat est lancé. Nous aimons tous le Morvan et nous l'aimons tous comme il est. Le danger, c'est la fossilisation. Et le vrai débat, c'est comment, à la fois, conserver ou développer un Morvan harmonieux, mais un Morvan qui se développe. Alors, allez-y. Vous avez parlé beaucoup de bois, mais l'eau semble particulièrement Morvan, et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qui intervient sur l'eau? La qualité de l'eau. Déjà, c'est le sujet de l'eau. Encore une fois, je pense que une de nos chances, au fond, c'est de considérer que les problématiques que l'on rencontre dans le Morvan sont des problématiques que le monde rencontre. L'eau est un bien commun de l'humanité. C'est une richesse qui va être de plus en plus chère, de plus en plus rare, et qu'il faut évidemment à la fois préserver et rendre accessible. L'eau du Morvan n'est pas de si bonne qualité que cela, contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre. C'est la géologie qui, évidemment, en a des conséquences. Ce qu'on peut peut-être dire aussi, c'est que les collectivités se sont emparées de ce sujet il y a déjà longtemps, il y a un siècle et demi qu'on fait de l'adduction d'eau potable, et une cinquantaine d'années qu'on fait de l'assainissement. Donc il y a une pratique publique, une politique publique de l'eau qui existe. Je ne sais pas si le gouvernement gardera cette idée qui est à mon avis pas forcément la meilleure de transférer la compétence de la gestion de l'eau et de l'assainissement aux communautés de communes, qui sont actuellement gérées par les communes. Enfin, c'est peut-être un épiphénomène, enfin, peut-être pas fondamental. Ce qui importe en revanche, me semble-t-il, pour les 50 prochaines années, c'est que nos concitoyens s'emparent de ce sujet-là, comme d'ailleurs de beaucoup d'autres. Et qu'il faut commencer à comprendre comment fonctionne sa facture d'eau, qui est un travail hallucinant. Je suis passé, ce qui concerne la commune de Lorme, en 2001, c'est mon premier dossier de maire, un système qui a été marié avec la Lyonnaise des Eaux, un système de régie municipal. La Lyonnaise des Eaux nous annonçant, parce qu'elle était à l'échéance de son contrat, une augmentation de l'ordre de 50% du prix de l'eau. En repassant en régie, on a eu une augmentation de 3% qui n'a même pas été validée. Mais on a mis 1 an
à raison de probablement 2 heures de réunion par semaine pour comprendre la facturing. Or, c'est absolument essentiel quand on est un citoyen morvandio aujourd'hui de comprendre ce qu'il paye, qui il paye, parce qu'on compte qu'on payait les Fatiel, à Auxerre, à Paris, qui n'avait rien à voir avec la prestation qui nous était Le tourisme est tout à fait important et il faut savoir préserver en essayant d'éviter le fait qu'on fait baisser l'eau l'été pour pouvoir la stocker l'hiver. C'est un peu dommage parce que c'est un peu à contre-temps. Oui, juste sur ce sujet de l'eau, bon, quand on parle de l'eau à nos concitoyens, ils parlent assez spontanément de l'eau qu'ils utilisent, qu'ils rejettent, hein, l'eau potable, avec les problématiques que je viens de rappeler. La nécessité de savoir ce qu'on paye est fondamentale. Moi, j'ai eu une aventure à Valonnaise qui est parallèle mais pas identique. C'est-à-dire qu'on a envisagé de passer en régie. Et donc, on s'est obligé pendant 1 an à comprendre la facturation. Et puis, on a exposé nos travaux aux différentes sociétés susceptibles de renouveler une DSP. Et quand ils ont vu qu'on avait compris, on a repassé le marché avec eux en baissant le prix, sans avoir le boulot à faire. Donc, comprendre ce qu'on fait, c'est toujours porteur. J'attire l'attention sur le grand cycle de l'eau qui pose problème à terme et avec beaucoup de contradictions. Vous savez que dans le Morvan, on travaille sur la continuité écologique des cours d'eau, qui suppose qu'il y ait le moins de retenue possible. Et l'évolution du climat me conduit à vous dire qu'un certain nombre de pratiques agricoles vont devoir penser à quelques transferts d'excès d'eau hivernaux vers des réserves pour certaines périodes de déficit estival. C'est totalement contradictoire. De la même façon que la baignade et la protection contre les crues d'automne. Et donc, il faut, sur l'ensemble du système hydrographique, une gestion plurifactorielle qui demande beaucoup de compétences et surtout un débat démocratique avec une adhésion de la population qui ne va pas s'étonner à chaque fois que son objectif du jour est un peu contredit par la politique générale du bassin, venir protester parce qu'il n'y en a pas assez alors qu'on en voudrait plus, alors que 3 mois plus tard, ce sera le contraire. Il faut vraiment une appropriation civique de ces problématiques, sinon on ne parviendra jamais à contenter tout le monde. Personnellement, je suis tout à fait heureux de pouvoir entendre les édiles, les grands administrateurs évoquer globalement et de manière très synthétique l'ensemble des problèmes qui vont se poser au Morvan s'il veut définir un avenir positif et optimiste. Mais je crois qu'il ne faut peut-être pas oublier dans l'ensemble des problèmes qui sont posés et dans l'ensemble des institutions qui sont concernées, la question de l'école. Je dirais que c'est professionnel, bien entendu. Mais si on veut réfléchir à l'avenir du Morvan, on devrait se poser cette question: quelle sera la place de l'école élémentaire, de l'école secondaire, dans une définition du genre d'attrait que le Morvan pourrait exercer sur de nouveaux venus. Les nouveaux venus qui viennent ne sont pas tous des retraités, ce sont des familles avec des enfants, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer qui leur montre qu'il y a dans l'école morvandaise une originalité qui devient attrayante et intéressante? Alors ça pose la question des programmes, ça pose la question de la quotidienneté de la classe. Quelle est la place faite, si vous voulez, à une prise de conscience par les citoyens devenus morvandiaux de ce qu'est le Morvan, de ce qu'il a été et de ce qu'il pourrait être. Est-ce qu'une place peut être faite? Est-ce qu'elle est faite actuellement dans l'école à ces travaux pratiques, à ces lectures, à ces exercices de réflexion sur le passé, sur l'histoire, qui concernent spécifiquement le Morvan? Il ne s'agit pas d'oublier Napoléon ni De Gaulle, mais de se demander un petit peu si le Morvan a une existence, quelles sont les caractéristiques, comment dire, intellectuelles, culturelles, artistiques, bien entendu, morales, psychologiques, je dirais presque anthropologiques, du Morvandio et de son Morvan. Alors, est-ce que l'école, actuellement, dans le Morvan, est prête à faire ça? L'école dans le Morvan, c'est
elle est confrontée aussi à une uniformisation des méthodes et des objectifs qui n'est pas tout à... C'est un petit peu comme si dans un jardin potager, vous décrétiez de ne faire que des radis. D'abord, ça marche pas bien. Ensuite, il y a des endroits où on ferait mieux de faire autre chose, et donc on n'a rien du tout parce qu'on n'a pas de radis. Donc, ça, si vous voulez, l'ennui naquit un jour de l'uniformité, et quand l'ennui est dans l'école, on ne va pas loin. Moi, je pense qu'il faut qu'on retrouve aussi, encore une fois, le corps enseignant est très varié, certains portent des valeurs particulières, intéressent les élèves au contexte dans lequel ils vivent. D'autres leur montrent le monde à travers une tablette en oubliant que par la fenêtre on en voit largement autant. La qualité n'est pas uniformément répartie dans le corps enseignant. Dans les premières générations derrière moi, on parle avec beaucoup d'amour et beaucoup parfois de percussion. Moi je crois que l'enseignement, comme je parlais tout à l'heure des activités de loisirs et de sport, fait partie des capacités d'excellence des territoires ruraux en général et du Morvan en particulier. J'en veux pour preuve que dans les années 50, il était du meilleur aloi d'envoyer ses enfants faire leurs humanités en pension à la Pierre-Quiville. D'autres allaient en Suisse. Il fallait des moyens, c'était relativement coûteux. Ce qui est bon pour les riches, mesdames et messieurs, est rarement mauvais pour les pauvres. Dans le lycée d'Avallon, nous avons un internat, je parle du secondaire, à moitié vide. Pendant que dans l'Essonne, des jeunes et des parents manifestent parce qu'ils n'ont pas de place à l'internat pour suivre leur formation. Est-ce que dans notre beau pays, on ne pourrait pas mettre les bosses dans les trous de temps en temps pour que ça avance plus facilement? Le lycée d'Avallon dans l'Yonne est le meilleur au niveau des résultats pédagogiques entre attendus et obtenus en fonction de la qualité de l'auditoire. Le meilleur de Lyon. Personne ne le dit. Personne ne le fait, et même le journal local se trompe dans son éditorial en ramenant à Auxerre, la capitale, le fleuron de l'enseignement que la petite capitale du Nord-Morvan avait péniblement gagné. Oui, nous avons des capacités, nous avons de l'excellence à offrir à nos jeunes et aux jeunes d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et pour répondre également, enfin pas pour répondre, pour apporter un élément d'information à la question posée par M. Mitterrand, j'ajouterais qu'ayant vécu dans différents points du territoire, et notamment en Bretagne, et notamment en Corse, et aussi en Guyane, il y a dans tous ces secteurs géographiques des spécificités qui sont aménagées en respectant bien évidemment l'unité nécessaire pour les fondamentaux, pour le cursus scolaire de ces jeunes gens, mais que des parties complémentaires peuvent venir s'ajouter, doivent venir s'ajouter pour respecter, et s'ajoutent lorsqu'il y a la volonté de le faire dans les communes concernées, et s'ajoutent donc à cette vie scolaire. Et c'est très important, c'est une question effectivement qu'il faut privilégier. Quelques mots aussi, je veux dire aussi, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous avez remarqué que j'ai tendance à globaliser, on n'a jamais lu et écrit autant qu'aujourd'hui. Peut-être pas de la bonne façon, mais en tout cas, s'il y a une bonne. Non, sur le reste, il y a quand même des outils qui existent, que ce soit l'école en Morvan, portée par le parc et singulièrement par Christian Guyot, la maison du patrimoine oral, qui sont des outils qui sont sur cette, je ne dirais pas identité, mais culture morvandaise, sur un mot plus intéressant. Bon, sont assez classiques, on les retrouve dans d'autres territoires qui ont des cultures aussi fortes. En revanche, il y a peut-être trois choses même. La mise en œuvre sur la partie nivernaise de la coopérative des savoirs, qui est un outil, un réseau d'échange de savoirs, comme son nom l'indique, et qui permet justement de revisiter ou de mieux s'approprier la culture morvandaise. Le sujet aussi, au niveau de l'école, des bassins pédagogiques, qui ont malheureusement disparu ces dernières années, mais qui continuent à exister sur certains territoires, où on a des enseignants qui sont déchargés pour faire vivre un projet d'école, en général un projet d'école et de collège, où la culture locale est bien entendu un élément extrêmement important. Et puis, un sujet qui nous importe beaucoup, et je crois que c'est la prochaine étape de l'histoire des collèges, que fait-on de ces bâtiments pendant les périodes de vacances scolaires? Quand va-t-on enfin pouvoir rentrer dans les collèges? On pourrait très bien tout à fait imaginer, alors
pardon des anglicismes, hein, des summer schools, des écoles d'été, avec la richesse que nous avons ici, la qualité des intervenants qui seront et autour de la table et assis devant, tout à fait en capacité de proposer des formations. On a, je me souviens, Jean-Pierre Michelzin, qui est le spécialiste de la littérature médiévale en Europe, professeur au Collège de France, qui nous a fait une intervention remarquable à Lorme il y a quelques mois maintenant, sur, c'était les bon, bref, les gens qui faisaient de la musique, là, troubadours, voilà, pardon, qui était absolument remarquable. Vous en aurez cet après-midi. Absolument remarquable. Donc on a, et c'est aussi une force du Morvan, une richesse intellectuelle, une richesse humaine, de talent. Chez nous, à Lorme, à côté de Michel Zinc et Jean-Pierre Lacroix, nous avons aussi l'ancien recteur de l'Académie d'Amiens, qui est prof d'attractivité économique aux quatre coins de la planète. Donc on a ces capacités, il faut les faire venir dans les collèges, il faut ouvrir ces classes et le faire au travers de l'enseignement peut-être le plus classique, mais aussi de notre particularité locale. Pardon, président. Non, pas du tout. Olivia n'intervient pas. Il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure dans une intervention, c'est le fait que dans quelques années, nous ne savons pas exactement quels sont les métiers qui vont se créer, mais probablement il s'en créera beaucoup de nouveaux. Et avant que je pose ma question, pour qu'on ne prenne pas en mauvais part ce que je veux dire, je précise que je ne suis pas végétarienne et que je suis issue d'une lignée multiséculaire de paysans morvandiaux. Une des ressources du Morvan, c'est l'élevage bovin. Est-ce que pour l'avenir, on ne pourrait pas imaginer de quitter une partie de cette monoculture pour se lancer vers des productions plus pointues qui pourraient être la base de ressources énergétiques, de matières premières, de produits médicinaux, etc. Et qui pourraient donc, à condition de les transformer sur place, créer des industries. Je suis historienne, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait beaucoup de petites productions. Mais quand j'ai cité tout à l'heure jambon du Morvan, c'est l'idée effectivement de faire revenir une production qui n'existe plus aujourd'hui, y compris la transformation de ce produit local en, comment dirais-je, un produit de charcuterie qui serait tout à fait excellent. Mais ça peut être beaucoup plus sophistiqué que cela, comme vous l'avez dit, bien évidemment. Et des organismes comme la Fondation du Morvan, le Morvan Terre-de-Vie, sont tout à fait prêts à soutenir de telles initiatives. Oui, moi je vais revenir, mais ça aura un rapport avec ça, avec ce que vous avez dit, je me trouve en introduction, le risque de fossilisation du Morvan. C'est pas du tout ça le problème, c'est tout l'inverse. C'est au contraire le fait qu'on est dans un monde qui évolue incroyablement vite. La viande bovine n'a pas de beau jour dans elle, c'est évident. Donc le système de production actuel du Morvan, il est complètement à bout de souffle, notamment parce que la demande de viande sur le marché mondial va inéluctablement baisser dans les décennies à venir. Le marché du bois, Jean-Yves Collet le sait bien, il est globalisé. Nos forêts sont exploitées de façon extrêmement violente aujourd'hui. La marge de manœuvre que l'on a pour réguler ce marché à l'échelle mondiale, elle est nulle. Enfin, on est totalement désemparé face à cela et on voit que ça évolue très très vite. L'école, dans le Morvan comme ailleurs, elle est exposée à l'extrémisme religieux aujourd'hui. Mes enfants sont au collège de Château-Chinon, la maire de Château-Chinon est là. L'extrémisme islamique qui s'exprime dans le collège Château-Chinon autant que dans les banlieues des grandes villes. Malheureusement, on en est là. Donc le grand souci qu'on a tous, et qui s'est exprimé par le vote extrémiste qu'on a eu dans le Morvan, comme partout ailleurs au printemps, c'est qu'on ne voit pas où on va. Il n'y a pas de vision partagée. Alors ce que nous a dit tout à l'heure, je vais être impertinent vis-à-vis des personnes de la deuxième table ronde, je dirais que c'est des objectifs sectoriels éprouvés, la lutte contre la fracture numérique, la lutte contre la disparition des services, contre la désertification des centres-bourgs. Mais je pense que les insuffisances de cela sont aussi éprouvées. Parce que, où va-t-on ? On a absolument besoin ça, c'est des moyens et c'est pas une fin. On a vraiment besoin de savoir vers quoi on va. Et Jean-Yves Collet a très très bien dit tout à l'heure, finalement, quand on aime l'endroit où on est, quand on sait où on va,
on est capable d'accepter beaucoup de choses et beaucoup d'inconfort. Et ça, c'est absolument essentiel. Je crois que notre gros problème ici, c'est qu'on ne voit absolument pas où on va. Une politique agricole commune qui est au bout du souffle. Je veux dire, on voit des éleveurs qui ont 150, 200 hectares et autant de vaches et qui ont une seule paire de bras pour gérer ça, ils sont épuisés. Et il n'y a pas de suite. La seule façon de survivre était de s'agrandir. On ne peut plus s'agrandir aujourd'hui. Donc il y a le vrai souci, c'est de voir où est-ce que l'on pourrait aller, qu'est-ce que l'on pourrait partager comme projet. Et ça, je l'ai pas pardonnez-moi, je ne l'ai pas suffisamment entendu dans la deuxième table ronde. L'académie du Morvan et pour la noble assemblée sur l'implantation des parcs éoliens dans le Morvan, sachant qu'il n'y a pas de vent et que cela va défigurer totalement nos paysages. On voudrait avoir un avis éclairé de l'académie et de vous-même, messieurs. Je vous remercie. Bon, il est nécessaire d'avoir sur le terrain ce que fait le parc notamment, des analyses par les habitants eux-mêmes de la possibilité de faire ou de ne pas faire. À partir de là, un plan a déjà été émis, qui est public, de future éventuelle implantation de parc éolien. Un éclairage, juste un débat sur la forêt. On a beaucoup parlé, j'ai entendu parler de la forêt, de l'importance de la forêt du paysage, et on a dit également l'importance de la ressource en bois qu'il fallait mieux exploiter localement. Alors, la forêt morvandaise, elle s'accroît en surface et en quantité. Elle s'accroît en surface, je dirais malheureusement, à cause de la déprise agricole. Ce n'est pas les agriculteurs, c'est les forestiers qui chassent les agriculteurs, c'est les agriculteurs s'en vont, la forêt s'installe. Soit elle s'installe naturellement, soit on la plante. La deuxième solution, à mon avis, est meilleure. Elle s'accroît aussi en quantité parce qu'on exploite chaque année, dans le Morvan, moins de bois qu'il n'en pousse. Contrairement à ce que pense certains. Et enfin, je voudrais dire, dans le monde, compte tenu du climat et du sol que l'on a dans le Morvan, l'avenir forestier du Morvan est plus vers les résineux que vers les feuillus. Je sais que ça peut parfois s'avérer, mais c'est une réalité qu'il faut connaître. Je vais simplement corroborer un certain nombre d'éléments que vous donnez, qui sont d'ailleurs généraux en France. Pour vraiment apaiser les choses, la forêt française s'accroît. Il n'y a pas de déforestation en France. Quels que soient les modes d'exploitation, aussi industrialisés peuvent-ils paraître sur les parcelles en question, l'état forestier des parcelles est conservé. Donc la déforestation est un problème mondial, ça n'est pas un problème français. Heureusement, ce le fut. Et dans le Morvan en particulier. Le Morvan au 19e était pelé comme ma main, surexploité pour des besoins énergétiques. Et le bois flottant vers Paris, c'était même pas valorisé localement. Donc nous avons connu les dérives qui peuvent conduire à un déséquilibre forestier. Ces dérives n'existent pas aujourd'hui en Morvan. Nous avons d'autres sujets. D'abord, la valorisation de la ressource. La ressource, elle est là. On la récolte ou pas. Si on la récolte, on la vend, on l'envoie ailleurs ou on la valorise au plus près. Je rappelle que pour toute ressource, qu'elle soit agricole, forestière ou autre, plus la valorisation est proche, plus la performance est excellente à tout point de vue. Donc la valorisation, la deuxième transformation, parce que la première, on a des outils industriels plutôt autour du Morvan que dans le Morvan, mais on a des outils de première transformation. En revanche, la seconde et la troisième transformation manquent à l'appel. Et enfin, dernier point, résineux par résineux. Mesdames et messieurs, en 2100, les plateaux de Lorraine auront les climats des Landes aujourd'hui. Voilà. C'est avéré, ça n'est pas réversible. Et le forestier que je suis redevenu vous dit que si vous plantez un pin maritime en Argonne aujourd'hui, il ne passera pas l'hiver. Mais que si vous prétendez conduire des chênes à 250 ans dans le bassin de la Loire, comme dans la forêt de Tronchet, aujourd'hui comme hier, vous n'y arriverez pas non plus.
Et que donc, faut-il adapter la forêt aux besoins de l'industrie? Faut-il la préserver au nom du paysage? Faut-il la conduire au nom de la biodiversité? Ce sont des questions importantes. Mais vous avez un grand juge de paix qui va tout nous ratiboiser, qui s'appelle l'évolution climatique. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut aider la forêt à continuer à nous aider. Il faut la travailler. Il faut l'aider à s'adapter. Il faut la surveiller. Il faut récolter correctement ce qu'on peut, parce que c'est le travail des gens d'il y a 60 ou 70 ans et qui méritent attention. Et il faut faire en sorte que dans 50 ou 70 ans, malgré le changement climatique, il y ait encore un état forestier sur les parcelles en rôle. C'est un travail d'abnégation, pas de polémique. Voilà. Juste un petit mot. J'ajouterais simplement que dans un rapport relativement récent, il a été calculé l'exploitation forestière par département. La moyenne nationale, c'est 50% de l'accroissement annuel. Donc 50% de l'accroissement annuel. Donc il y a un accroissement. Beaucoup de départements, nous sommes dans un département ici qui doit être de l'ordre de 40% de son accroissement annuel. La Nièvre est un des tout premiers départements pour cette exploitation. Elle est à 80% de son accroissement annuel, exploité, coupé et disponible. Donc quelquefois, cette présentation oublie de parler de l'accroissement et dit on exploite 80% de la forêt. Non, 80% de son accroissement. Et c'est lié, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, à l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie importante de la forêt du Morvan est privée. Donc la forêt publique, les communes et l'ONF peuvent faire des tas de choses, mais ils n'interviennent pas dans la plus grande partie qui est privée. Et cette forêt a été plantée, notamment en Douglas, pas seulement, mais notamment en Douglas, dans les années fin de la Seconde Guerre mondiale, les années 50, à peu près tout en même temps. Et à la surprise générale, l'âge de la récolte intervient à peu près partout, également en même temps. D'où ce taux de récolte important par rapport à la moyenne nationale, mais dans 20 ans, ce taux va baisser considérablement, parce qu'on aura des jeunes arbres, on n'exploitera rien du tout avant 30 ou 40 ou 50 ans. Il faut rétablir un équilibre là-dessus, parce qu'on ne peut pas avoir du stop and go comme ça tous les 40 ans. C'est pas simple. Pas simple. Il faut rattraper un équilibre entre générations d'arbres, quel que soit leur esprit. On a 100 ans de boulot devant nous. Bon.